Le Cap Filière Grande Culture de la région Centre-Val de Loire était le lieu pertinent pour réaliser cette étude compétitivité, car le seul permettant un travail mutualisé d'organismes économiques tels que le Crédit Agricole, les centres de gestion. Cette étude doit permettre à tout un chacun de trouver des éléments de réflexion dans tous les domaines afin d'appliquer des leviers sur son entreprise. Nous avons voulu comprendre pourquoi la compétitivité des exploitations céréalières de la région Centre-Val de Loire s'était fortement dégradée ces dernières années, tout particulièrement celle de ce qu'on appelle les exploitations scopeurs, c'est-à-dire qui cultivent uniquement des céréales et des oléoprotéagineux. Et nous avons voulu également trouver des solutions à proposer aux agriculteurs par rapport à cette dégradation. Nous avons fonctionné en 3 étapes. La première étape, ça a été celle du diagnostic. Nous avons cherché à comprendre, à travers l'étude de base de données comptables par exemple, cette dégradation de compétitivité. Nous avons également enquêté 60 agriculteurs, comment ils perçoivent eux-mêmes la dégradation de leur situation. En deuxième étape, nous avons cherché à approfondir des pistes d'amélioration de la compétitivité que nous avions perçues au moment du diagnostic. Et en troisième et dernière étape, qui a été menée en 2019 et 2020, nous avons cherché à diffuser les principaux résultats de notre travail. Alors, c'est une action du Cap Filière Grande Culture qui a été démarrée en 2016, qui a été menée sur la totalité du Cap Filière de 2017 à 2020. Cette action a été menée en partenariat. D'abord les partenaires historiques qui ont eu l'idée au plan national de cette étude en premier, qui sont Crédit Agricole et puis Arvalis, rejoint au plan régional donc par la FNSEA Centre-Val de Loire, par le réseau des centres de gestion Serre France, les chambres d'agriculture et la Chambre régionale d'agriculture a assuré le pilotage et l'animation de cette action. Nous avons bénéficié pour les 2 premières étapes d'un soutien financier du Conseil régional du Centre-Val de Loire et nous avons bénéficié d'une mesure du programme régional FEADER, ce qu'on appelle la mesure transfert, pour nous soutenir financièrement dans le travail de diffusion des résultats de cette étude et nous remercions le Conseil régional et l'Union européenne pour leur soutien financier à notre action. Pour cette première étape de cette étude, nous avons travaillé avec Arvalis et le réseau Serre France pour analyser les données économiques et financières que nous avions sur les entreprises en céréales et oléoprotéagineuses. Nous avons retenu des entreprises qui avaient un chiffre d'affaires supérieur à 80% en scope. Notre panel était constitué de 2600 entreprises issues des comptabilités produites principalement par les 3 Serre France de la région Centre, le Val de Loire, l'Indre et puis Alliance Centre, et aussi des entreprises du réseau AS. Donc l'objectif était de définir les facteurs facilitateurs de la performance de l'entreprise. Nous avons étudié les années 2013 à 2015. Nous souhaitions éviter la récolte 2016. Donc pour analyser la performance, nous avons collectivement retenu le critère de revenu disponible par unité de travail non salarié. Donc c'est un indicateur économique qui correspond à l'EBE de l'entreprise, déduction faite des annuités de l'entreprise. Donc il doit permettre de rémunérer le travail, d'autofinancer les investissements et de placer ou conforter la structure financière de l'entreprise. Donc nous nous sommes limités à l'étude des éléments comptables, donc sans pouvoir prendre en compte donc, les éléments qualitatifs, tels que la nature des équipements, les programmes de culture donc, qui sont suivis par le chef d'entreprise, ou les stratégies mises en place par le chef d'entreprise. Ces éléments, nous ne les avions pas dans les éléments comptables. La productivité est le premier facteur discriminant que nous avons mis en avant. Donc ce critère, mesuré en tonnes équivalent blé tendre par actif, associe l'effet rendement et la SAU par actif. Nous avons identifié que les entreprises avec une productivité supérieure par actif ont un revenu disponible plus élevé. Donc les moins performants ont une productivité de l'ordre de 800 tonnes équivalent blé tendre, quand les plus performants sont à plus de 1100 tonnes équivalent blé tendre, soit un écart de 37%. Le second facteur que nous avons mis en évidence est le produit par hectare, qui est supérieur de 25% chez les plus performants. Cet élément est lié à la fois à des facteurs rendement, donc des rendements supérieurs, et aussi à des prix de vente qui sont supérieurs de l'ordre de 2 à 5%. On constate également que quelle que soit la performance de l'entreprise, donc le niveau de charge est sensiblement équivalent dans chaque groupe. De ce fait, avec un niveau de produit supérieur, l'efficience des charges est bien supérieure dans les entreprises performantes. Donc c'est vrai pour les charges de semences, engrais phyto, pour lesquelles l'efficience varie de 34% entre les moins performants et les plus performants. C'est aussi vrai pour les charges de mécanisation et de main-d'œuvre salariée, pour lesquelles l'efficience varie de plus de 20%.
Tous ces facteurs mis en évidence sont autant de pistes à travailler pour améliorer la performance des entreprises agricoles de la région Centre-Val de Loire, notamment sur le système SCOP. C'est la capacité du chef d'entreprise à maîtriser l'ensemble des dimensions et à décider des orientations qui doit permettre d'améliorer cette performance. C'est un des éléments de base pour mener cette réflexion, mais effectivement, elle n'est pas suffisante. C'est pourquoi nous avons souhaité compléter ce travail par une enquête terrain auprès d'une soixantaine d'exploitations de la région afin de déterminer l'existence ou non d'autres facteurs explicatifs de la performance, notamment en abordant des axes plus globaux que le seul axe économique. Nous avons mené des entretiens individuels de 2 à 3 heures qui nous ont permis de mieux appréhender les logiques de raisonnement des agriculteurs et dans leur prise de décision et le mode de gestion de leur entreprise. L'analyse des réponses de l'enquête nous a permis de confirmer des points déjà vus lors de l'analyse des résultats comptables, c'est-à-dire que la performance des exploitations était en lien avec la structure des exploitations, la productivité du travail, mais surtout, elle a permis de souligner l'importance du facteur humain dans la réussite du projet en mettant en avant les caractéristiques essentielles du chef d'entreprise, c'est-à-dire posséder un bon niveau de formation, être capable de se fixer des objectifs pour se donner un cap, être capable de s'adapter rapidement au contexte climatique, économique, réglementaire. On retrouve également comme caractéristique l'autonomie dans les prises de décision, notamment dans le choix de ses sources d'information, dans sa stratégie de commercialisation. L'intégration du raisonnement économique dans les prises de décision est également une caractéristique commune à ces chefs d'entreprise performants, dans le but notamment de viser une meilleure efficience de ses achats, que ce soit intrants ou investissements à moyen long terme. Ces enquêtes ont été l'occasion de souligner que les chefs d'entreprise aujourd'hui utilisent encore trop peu certains indicateurs de suivi en gestion, tels que le coût de production, prix d'intérêt, seuil de commercialisation ou même marge brute, alors qu'ils sont pertinents pour guider leur stratégie. Le travail d'accompagnement des différents organismes agricoles et para-agricoles doit donc être poursuivi pour renforcer cette attitude de chef d'entreprise chez les agriculteurs de la région Centre-Val de Loire. Nous avons voulu enquêter une vingtaine de personnes qui conseillent les céréaliers dans leurs actions du quotidien. Arvalis pour cela a interrogé des conseillers dans les réseaux des coopératives, des chambres d'agriculture, des banques et des centres de gestion. Les résultats de cette enquête ont été instructifs, on pourrait même dire par certains côtés édifiants. La première chose et la première conclusion qui nous a surpris, c'est que finalement la notion de compétitivité n'est pas du tout partagée de la même façon par ses conseillers. Parfois même, certains ne le relient pas du tout à l'économie, mais uniquement aux techniques, au rendement par hectare par exemple. La deuxième conclusion, c'est que chacun a bien perçu, puisqu'on leur a demandé « Est-ce que vous avez perçu ces difficultés des exploitations et comment vous les expliquez ?» Quand ils nous répondent, ils nous disent qu'ils ont bien perçu ces difficultés, mais dans les explications, en général, chacun fait appel à des explications ou à des causes qui sont extérieures à son métier. Le conseiller bancaire va plutôt supposer qu'il y a un excès de dépenses d'intrants, de phytosanitaires par rapport au rendement réel et que c'est là-dessus que repose la perte de résultats économiques. Et à l'inverse, le conseiller de coopérative va plutôt penser bien souvent que c'est un excès de charges de mécanisation qui induit cette perte de compétitivité. Donc les agriculteurs sur le terrain perçoivent de leur côté un discours différent, incohérent, parfois même contradictoire entre les différents conseillers qui les accompagnent. Une des conclusions de notre travail, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle pour améliorer la compétitivité des exploitations. Il y a en fait un grand nombre de pistes possibles, chaque exploitation est un cas particulier et chaque agriculteur doit repérer les pistes dont il dispose pour améliorer ses résultats. Les céréaliers ont à leur disposition de nombreux outils qui peuvent leur permettre d'améliorer leur productivité. Des outils de calcul de coûts de production, des outils d'audit stratégique qui permettent de mettre un petit peu à plat le fonctionnement de l'exploitation et de comprendre ce qu'on peut y améliorer. Le paradoxe finalement, c'est que ces outils existent, mais qui sont peu utilisés. Pour réussir, l'agriculteur doit être un véritable chef d'entreprise. Il doit d'abord connaître son environnement, il doit ensuite avoir un projet, se fixer des objectifs, suivre leur réalisation, s'adapter au contexte, aux aléas, adapter la façon dont il fonctionne. Une autre conclusion de notre travail, c'est qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui doivent se remettre en cause. Le conseil aussi doit évoluer dans tous les réseaux qui le dispensent. Ce conseil doit être plus
adapté à chacune des exploitations, il doit utiliser des technologies innovantes, on peut penser au webinaire, il doit devenir peut-être plus attractif également. Il faut nous mobiliser pour concevoir de nouveaux systèmes d'exploitation qui dégagent davantage de revenus, qui sont plus résilients et qui sont plus durables. Après cette phase de diagnostic, nous avons analysé différents leviers permettant de gagner en compétitivité. Nous venons de voir l'importance du facteur humain avec la nécessité d'avoir un chef d'entreprise capable de se fixer un cap, des objectifs, capable également de bâtir un plan d'action pour les atteindre et être en capacité de s'adapter au gré des changements de contexte économique, réglementaire, mais également technique, climatique. Deux autres leviers essentiels ont été mis en avant, l'efficience des intrants ainsi que l'efficience des charges de mécanisation et de main-d'œuvre. L'efficience des intrants reste un levier important sur les exploitations. En langage économique, on dit qu'un système est efficient lorsqu'il dégage un maximum de produits pour un minimum de charges. Sur nos exploitations, nous avons des niveaux de charge d'intrants assez proches entre les exploitations, mais pour des rendements atteints très différents. Il y a donc la possibilité d'améliorer l'efficience des intrants sur nos exploitations. Des progrès peuvent être réalisés sur l'adaptation des apports d'intrants par rapport au potentiel agronomique des parcelles, mais également au potentiel climatique de l'année. L'efficience des intrants passe également par l'apport des doses optimales au bon moment, au bon endroit, pour viser une meilleure efficacité des fertilisants et des produits de protection phytosanitaire. Pour rendre ce concept encore plus pratique, nous avons réalisé différentes simulations économiques qui comparent sur une ferme type de la région Centre-Val de Loire, 160 hectares, 1,5 actifs avec un assolement colza, blé, orge, tournesol, différentes approches de gestion des intrants. La situation de base ou référence est la pratique moyenne des agriculteurs de la région. Nous l'avons comparée à une situation A où on suit les préconisations moyennes des instituts techniques et également à une situation B où les préconisations des instituts sont adaptées en fonction des conditions climatiques annuelles, c'est-à-dire pression maladie, parasitaire, mauvaises herbes, conditions météo. Nous avons pris pour l'exemple les années 2013, 2014 et 2015. Nous avons pu mettre en avant que ces deux stratégies permettent d'abaisser le niveau des charges d'intrants par rapport à la pratique moyenne des agriculteurs de la région. Moins 50 € l'hectare dans le cas de la stratégie A et moins 70 € de l'hectare dans le cadre de la stratégie B. Enfin, toujours dans le cadre d'une meilleure efficience des intrants, nous avons fait une troisième simulation qui a consisté à introduire une nouvelle culture, dans notre cas la lentille, dans l'assolement à hauteur de 10%. Les impacts générés sur les intrants et sur les produits, tant au niveau de cette nouvelle culture que de l'ensemble de l'assolement, ont permis de mettre en évidence un gain de l'ordre de 30 € de l'hectare. Ce résultat étant bien sûr très dépendant du rendement de la nouvelle culture mise en place et de sa situation sur les marchés. Le couple mécanisation main-d'œuvre constitue un autre levier important de la compétitivité. Derrière ce terme, plusieurs points sont à préciser. Tout d'abord, la mécanisation main-d'œuvre représente près de 50% des charges de production d'une tonne de blé. C'est donc un poste conséquent dans l'élaboration du coût de production où on perçoit une grande variabilité selon les exploitations pour une même région ayant le même potentiel. Ensuite, optimiser ce poste, c'est optimiser la productivité du travail qui, comme nous avons pu le voir dans le diagnostic, est un des éléments importants de la performance des exploitations de grandes cultures. Pratiquement, ça veut dire quoi optimiser le poste mécanisation main-d'œuvre? C'est développer le nombre de tonnes produites par actif en ayant les charges de mécanisation les plus faibles possibles à l'hectare et donc à la tonne. Minimiser les charges de mécanisation peut passer par le coût d'achat, par des coûts d'entretien, mais ce n'est pas le seul moyen. Ça peut également être atteint en augmentant le nombre d'hectares travaillés par outil. Pour évaluer les marges de manœuvre possibles sur ce levier, nous avons mené deux opérations au cours du projet Compétitivité Centre. Des simulations à partir de fermes type, la même qui a été utilisée sur le levier intrant. Et nous l'avons comparé à 4 situations. Pour les 4 situations, nous avons défini un risque acceptable pour réaliser l'ensemble des opérations culturales dans des conditions agronomiques acceptables, c'est-à-dire que le parc matériel nous permet de réaliser 8 années sur 10 toutes les opérations dans les fenêtres optimales d'un point de vue agronomique. La première situation, nous avons cherché à réduire le parc matériel nécessaire pour travailler la surface initiale des 160 hectares, avec notamment l'utilisation de prestataires externes pour certaines opérations. Dans la deuxième situation, on a cherché à optimiser le parc matériel existant en lui faisant travailler plus d'hectares sans pour autant dégrader le risque climatique acceptable.
Dans la troisième situation, nous avons simulé le regroupement de 3 exploitations, dites moyennes de la région Centre-Val de Loire. Un parc matériel a été reconstruit à l'optimum, compte tenu des assolements et de l'organisation du travail modifié. Dans la dernière situation, nous avons simulé le regroupement de 6 exploitations, avec là aussi la création d'un parc matériel adapté aux surfaces mises en jeu et en conservant le même niveau de risque par rapport aux conditions climatiques. Il faut préciser que dans les 2 dernières situations, le nombre d'unités de travail est optimisé en lien avec le parc matériel, ce qui explique que le nombre de personnes travaillant sur les nouvelles structures est inférieur à la somme des personnes travaillant initialement sur les exploitations. Cette main-d'œuvre libérée pourra être valorisée par d'autres activités agricoles ou rurales ou autres. Dans toutes les situations, on améliore la productivité du travail de plus 30% dans la situation 1 à plus 250% dans la situation 4. L'investissement en euro-hectare est également réduit de 30% dans la situation 2 à 50% dans la situation 4. Les gains sur les coûts de production vont de 3 € dans la situation 1 à plus de 30 € la tonne dans la situation 4. Par ces quelques exemples, on peut noter les ordres de grandeur des effets potentiels de l'optimisation du couple mécanisation-main-d'œuvre. Toutes les exploitations ne se situent pas aujourd'hui au même niveau et donc les enjeux sont différents entre les structures. Concernant les voies d'optimisation, il faut préciser qu'elles peuvent être très variées. Nous avons présenté des exemples notamment avec des assolements en commun, mais cela peut passer par la création d'activités de travaux agricoles ou l'utilisation de matériel en CUMA ou la location de matériel. On voit donc que l'optimisation des postes mécanisation main-d'œuvre ne veut pas forcément dire agrandissement. Pour enrichir nos simulations, nous avons voulu voir des exemples concrets sur le terrain. Nous avons enquêté 3 structures différentes dont l'objectif majeur est l'optimisation des charges de matériel et de main-d'œuvre. Pour chacune d'entre elles, la stratégie mise en œuvre vise à réaliser un maximum d'heures par outil en période optimale et donc d'accroître le nombre d'hectares travaillés par outil. Pour arriver à leur but, ces exploitations ont utilisé 2 voies principales, la mise en place d'assolements en commun et le développement d'activités de prestation de travaux agricoles. Outre leur objectif commun, on a pu constater qu'elles avaient malgré tout leurs spécificités en termes de superficie, de potentiel, de système de production ou bien de stratégie sur le mode d'acquisition du matériel. Là encore, de la diversité pour arriver à un résultat final économique du même ordre, c'est-à-dire un gain de l'ordre de 20 à 50 € sur le couple mécanisation main-d'œuvre par rapport au résultat moyen que l'on peut rencontrer sur les exploitations de la région Centre-Val de Loire. En conclusion, je dirais que nous avons souhaité, par ces quelques exemples, illustrer les enjeux et la diversité des leviers qui peuvent être utilisés. La présentation ici de ces leviers n'est bien sûr pas exhaustive. Il reviendra ensuite au chef d'entreprise, grâce à des objectifs clairs et un plan d'action adapté et cohérent à son contexte, à mettre en œuvre ceux qui lui paraissent les plus pertinents. Dans cette phase de transformation de son système de production, le producteur gagnera à s'entourer de ses partenaires conseils pour être accompagné dans ses choix. Il n'y a pas un modèle, il y a différents modèles qui soient adaptés au type d'exploitation, au type de sol, au type de région, et puis on peut, avec les différents partenaires, trouver des solutions personnalisées pour que chacun puisse avoir de la performance, de la durabilité, et puis transmettre et avoir de l'agriculture présente sur tous les territoires de demain.